Tu ne seras jamais plus qu'une domestique. Elle pensait que l'argent lui donnait le droit de tout écraser sur son passage. Elle pensait que son manteau de luxe, ses bagues en diamant et son mari riche faisaient d'elle quelqu'un de supérieur. Elle pensait que personne ne la verrait tomber. Elle avait tort sur toute la ligne. Avant de continuer cette histoire, je veux te demander quelque chose. Si tu regardes cette vidéo depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la France, le Canada, la Belgique ou n'importe où ailleurs dans le monde, dis-le-moi dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de savoir d'où vous me regardez. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Appuie sur le bouton d'abonnement maintenant, active la cloche pour ne rater aucune histoire, et laisse un j'aime sur cette vidéo pour m'aider à continuer ce travail. Maintenant, installe-toi confortablement. Cette histoire va te tenir en haleine du début jusqu'à la fin. Amina avait 26 ans quand elle a commencé à travailler au Palais Doré. C'était un restaurant qui portait bien son nom. Situé dans un des quartiers les plus huppés de la ville, il était le genre d'endroit où les menus n'avaient pas de prix, parce que si tu devais demander combien ça coûtait, c'est que tu n'avais pas ta place là. Les lustres au plafond descendaient comme des cascades de cristal. Les nappes blanches étaient repassées avec une telle précision qu'on aurait dit qu'elles n'avaient jamais été touchées. Le sol était en marbre clair, poli à un tel degré qu'on pouvait presque voir son reflet dedans. Chaque soir, des voitures noires s'arrêtaient devant la porte vitrée, et des hommes en costume sombre et des femmes en robe longue entraient comme si le monde leur appartenait. Amina, elle, entrait par la porte de service. Elle habitait à 40 minutes de bus de ce restaurant. Elle se levait à 5 heures du matin dans leur petit appartement au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Elle s'occupait de sa petite sœur, Nadia, qu'elle élevait seule depuis la mort de leur mère 4 ans plus tôt. Elle préparait le petit déjeuner, vérifiait que le cartable était prêt, déposait la fillette chez la voisine du bas qui acceptait de la garder jusqu'à l'heure de l'école, prenait 2 bus en sens opposés de la foule du matin, et arrivait à 7 heures pour préparer les tables avant l'ouverture du restaurant. Elle ne se plaignait jamais. Ce n'était pas dans sa nature. Sa mère lui avait appris très tôt que la dignité ne vient pas de ce que l'on possède, mais de la façon dont on se comporte dans les moments difficiles. Et Amina avait retenu cette leçon plus profondément que n'importe quelle autre chose dans sa vie. Quand sa mère était tombée malade, c'est elle qui avait géré tout, les médecins, l'argent, Nadia, l'école, les factures. Elle avait 22 ans. Elle n'avait pas eu le temps de s'effondrer. Alors elle avait appris à porter les choses sans les montrer. Elle était belle d'une manière qui ne cherchait pas à être remarquée. Pas la beauté des magazines, pas la beauté calculée et exposée à travers des vêtements chers ou du maquillage parfait. Une beauté tranquille, naturelle, le genre qui frappe les gens sans qu'ils comprennent tout de suite pourquoi ils se retournent sur son passage. Ses yeux étaient clairs et directs. Elle souriait sans fausse joie. Quand elle vous regardait, vous aviez l'impression qu'elle vous voyait vraiment, pas juste votre apparence ou ce que vous représentiez. Les collègues l'aimaient bien. Daniela, la serveuse espagnole qui travaillait là depuis 7 ans, lui avait dit lors de sa première semaine qu'elle avait tout de suite senti qu'Amina avait la bonne énergie pour survivre dans un endroit comme celui-là. Marcus, le barman du fond, lui apportait toujours un café chaud avant l'ouverture parce qu'il savait qu'elle prenait le bus et qu'elle arrivait parfois glacée jusqu'aux os en hiver. Le chef de salle, M. Harrington, un homme d'une 50aine d'années, chauve, méticuleux, qui avait vu défiler des centaines de serveurs dans ce restaurant en 20 ans, disait souvent qu'Amina avait quelque chose de rare. Elle savait se faire invisible quand il le fallait, et présente quand ça comptait. C'était exactement ce qu'on attendait dans un établissement comme le Palais Doré, où les clients payaient non seulement pour la nourriture mais pour une expérience dont ils voulaient rester le centre sans être dérangés. Ce restaurant avait un client particulier. Richard Caldwell. 82 ans. Milliardaire depuis si longtemps que personne autour de lui ne se souvenait d'une époque où il ne l'était pas. Il avait fait fortune dans l'immobilier dans les années 70, puis dans l'énergie dans les années 80, puis dans plusieurs autres secteurs que la plupart des gens ne comprennent même pas vraiment. Il était connu dans les cercles d'affaires comme un homme discret, réfléchi, et d'une honnêteté presque dérangeante dans un milieu où les mensonges polis étaient monnaie courante. Il n'aimait pas les gens qui mentaient. Il ne les supportait pas, en réalité. Il avait une façon particulière de regarder les gens quand il savait qu'ils lui disaient quelque chose de faux, un regard long et calme qui finissait toujours par rendre l'autre mal à l'aise. Il venait au Palais Doré chaque jeudi soir depuis 11 ans. Toujours la même table dans le coin, près de la fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur planté de petits arbustes bien taillés et éclairés le soir par des lumières basses et chaudes. Il commandait toujours la même chose, une soupe de légumes maison, un poisson grillé avec des légumes vapeur, un verre d'eau plate et une infusion de tilleul à la fin.
Ses médecins lui avaient imposé un régime strict depuis son deuxième problème cardiaque 3 ans plus tôt, et il le respectait avec une discipline qui forçait le respect des gens de son entourage, habitués aux excès des milieux fortunés. Il venait toujours avec sa femme. Vivienne Caldwell. Si vous cherchez dans le dictionnaire le mot arrogance, vous ne trouverez pas de photo. Mais si vous en trouviez une, ce serait Vivienne. 51 ans, grande, mince avec cette minceur que certaines femmes riches cultivent comme un instrument de pouvoir, des cheveux blonds toujours parfaitement coiffés, et un regard qui pouvait rendre mal à l'aise n'importe qui dans un rayon de 5 mètres. Elle portait des vêtements qui coûtaient ce qu'Amina gagnait en plusieurs mois. Elle avait épousé Richard Caldwell 14 ans plus tôt, quand il était déjà âgé et elle déjà calculatrice. Personne ne savait vraiment comment ils s'étaient rencontrés. Certaines mauvaises langues dans les cercles huppés de la ville disaient qu'elle était arrivée lors d'un gala de charité, qu'elle avait repéré le vieil homme seul dans un coin, et qu'elle avait eu la patience de tisser autour de lui une présence si constante que le mariage était arrivé presque naturellement, comme une conséquence logique. D'autres disaient qu'elle l'avait sincèrement aimé à une époque. Mais les gens qui connaissaient vraiment Richard Caldwell avaient tendance à ne pas trop y croire. Les employés du restaurant avaient une règle non écrite quand Vivienne Caldwell arrivait. Rester professionnel, ne rien prendre personnellement, répondre à toutes les demandes sans discuter, et surtout ne pas croiser son regard trop longtemps. Parce que Vivienne avait une façon de parler aux gens qui travaillaient pour elle ou autour d'elle qui vous faisait vous sentir comme quelque chose qu'on aurait marché dessus par accident. Elle ne criait pas. Elle n'avait pas besoin de crier. Elle utilisait les mots comme des lames de rasoir, précisément, calmement, et elle coupait quand même. Elle pouvait renvoyer un plat simplement parce que la garniture était placée d'1 centimètre trop à gauche. Elle pouvait demander à ce qu'on change sa chaise parce qu'elle trouvait la lumière légèrement trop directe. Elle demandait ces choses avec le ton de quelqu'un qui est habitué à ce que l'univers s'ajuste à ses préférences. La première fois qu'elle a vraiment remarqué Amina, c'était un jeudi soir de novembre. Il y avait du monde ce soir-là. Une table d'hommes d'affaires bruyant dans le fond. Une fête d'anniversaire avec des ballons roses discrets posés sur la table. Et la table des Caldwell au coin, comme toujours. Amina apportait la commande à une autre table quand elle a failli trébucher sur le bord du tapis légèrement soulevé près de l'entrée. Une fraction de seconde de déséquilibre. Elle a rattrapé le plateau avec une grâce naturelle, un mouvement de bras rapide et précis qui a stabilisé les verres sans qu'un seul tremble vraiment. Un des hommes d'affaires avait même fait un petit geste d'approbation depuis sa table, comme pour applaudir le réflexe. Vivienne, assise à 2 tables de là, l'avait vue. Elle n'a rien dit ce soir-là. Elle a juste regardé. Avec cet œil particulier qu'ont certaines femmes jalouses pour repérer chez les autres ce qu'elles considèrent comme une menace. La deuxième fois, c'était 2 semaines plus tard. Vivienne avait commandé un plat qui n'était pas à la carte, une combinaison particulière de poisson cru avec une sauce chaude que le chef avait refusée parce que la préparation était techniquement incompatible avec les normes d'hygiène du restaurant. Amina avait expliqué cela avec calme, en souriant, et avait proposé 2 alternatives qui auraient pu satisfaire l'envie de base. Vivienne l'avait regardé comme si elle venait de lui cracher dessus. « Je ne vous ai pas demandé votre avis. Je vous ai demandé de transmettre ma commande. »« Bien sûr, madame. Je vais retourner en cuisine et voir ce qu'on peut faire. » Ce que vous devez comprendre, c'est qu'Amina n'a pas baissé les yeux. Elle a répondu calmement, professionnellement, et elle est partie sans se précipiter, sans se décomposer, sans rien montrer. Et c'est exactement ça qui avait agacé Vivienne plus que n'importe quoi d'autre. Elle était habituée à ce que les gens se plient, se recroquevillent, s'excusent trop, cherchent à plaire à tout prix. Amina, elle, gardait sa dignité comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Comme si les mots de Vivienne étaient de la pluie sur une vitre. Présents, audibles, mais sans pouvoir vraiment entrer. Et ça, Vivienne ne pouvait pas le tolérer. Les semaines ont passé, et quelque chose d'insidieux s'est installé. Chaque jeudi, Vivienne avait un commentaire. Parfois c'était sur la façon dont Amina tenait le plateau, qu'elle jugeait trop basse ou trop haute. Parfois c'était sur son accent, qu'elle trouvait mal placé pour un restaurant de cette classe. Parfois c'était sur ses cheveux, sur sa tenue, sur la vitesse à laquelle elle se déplaçait entre les tables. Parfois c'était une comparaison avec d'autres membres du personnel, comme si les humilier par comparaison était un sport qui la détendait. Amina répondait toujours de la même façon. Avec calme, avec professionnalisme, avec une politesse qui n'était pas de la soumission mais de la maîtrise. Monsieur Harrington avait vu la situation s'installer. Il avait proposé une fois à Amina de la changer de section pour qu'elle ne serve plus la table des Caldwell. Amina avait refusé doucement, sans drama. « Je n'ai rien fait de mal. »
Je n'ai pas à changer de place. Il l'avait regardé un long moment, puis avait hoché la tête avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Daniela, la collègue espagnole, lui disait souvent le soir en retirant son tablier que Vivienne la haïssait parce qu'elle ne pouvait pas la briser. Que c'était exactement ça le problème. Qu'une femme comme Vivienne ne tolérait pas ce qu'elle ne contrôlait pas. Et Amina ne se laissait pas contrôler. Un soir de janvier, un soir particulièrement froid où des glaçons commençaient à se former sur les rebords des fenêtres et où le restaurant était plein à craquer pour une soirée privée organisée par une fondation culturelle, Vivienne Caldwell a fait quelque chose que tout le personnel a retenu longtemps. Il était environ 22 heures. Le service battait son plein. La salle bourdonnait de conversations, de musique discrète, de cliquetis de couverts sur la porcelaine. Vivienne avait commandé une entrée froide. Amina l'avait apportée, posée avec soin, assiette parfaitement centrée. Vivienne avait regardé l'assiette. Puis avait levé les yeux vers Amina avec cet air de quelqu'un qui cherche quelque chose à redire et qui finit toujours par trouver. « C'est quoi ça ?»« C'est votre carpaccio de bœuf wagyu, madame. Avec la vinaigrette à la truffe noire et les copeaux de parmesan que vous aviez demandé. Je vois bien que c'est un carpaccio. Ce que je vous demande, c'est pourquoi cette assiette est froide. » Le carpaccio est un plat qui se sert froid par sa nature même, madame. Le bœuf crudois. Est-ce que je vous ai demandé un cours de cuisine? Les tables voisines avaient ralenti leur conversation sans le montrer. Les gens qui ont de l'argent ont une façon d'épier les scènes sans paraître regarder. Vivienne avait pris l'assiette. Et elle l'avait posée par terre, devant Amina. Pas lancée avec violence, pas jetée avec fracas. Posée, avec un contrôle parfait, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si poser la nourriture au pied d'une serveuse était quelque chose d'acceptable que le monde entier aurait dû comprendre. Ramassez ça. Et ramenez-moi quelque chose qui convient. Le silence dans les tables proches était devenu presque solide. Une femme à la table d'à côté avait posé sa fourchette. Un homme avait toussé légèrement. Personne n'avait dit un mot. Amina avait regardé l'assiette par terre. Elle avait regardé Vivienne. Et elle avait dit, d'une voix parfaitement neutre, sans une seule fissure. « Je vais informer le chef de votre demande. » Elle s'était penchée, avait ramassé l'assiette proprement et sans précipitation, et s'était dirigée vers la cuisine d'un pas régulier. Personne autour ne l'entendait plus. Mais on la regardait partir, et quelque chose dans sa façon de marcher, cette façon de ne pas se précipiter, de ne pas se plier, de continuer à avancer comme si sa dignité était intacte, avait laissé quelque chose dans la salle. La salle avait repris son souffle. Vivienne avait bu une gorgée de son eau comme s'il ne s'était rien passé. Mais à la table près de la fenêtre, Richard Caldwell n'avait pas bougé pendant toute la scène. Il avait regardé sa femme poser l'assiette. Il avait regardé Amina ramasser et partir. Et quelque chose dans ses yeux, une expression que personne autour de lui n'aurait su nommer exactement, quelque chose entre la honte, la tristesse, et une décision qui se prend lentement mais sûrement, s'était installé sur son visage pour le reste de la soirée. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que ce jeudi soir de janvier avait été un tournant. Pas encore visible, mais réel et définitif. Dans la cuisine, Amina avait posé l'assiette sur le comptoir. Le chef l'avait regardée. Elle lui avait fait le compte-rendu, brièvement, professionnellement. Puis elle était allée dans le petit couloir derrière le vestiaire, elle avait respiré lentement pendant 30 secondes, les yeux fermés, les mains à plat sur le mur froid. Et elle était repartie travailler. C'était ça, sa force. Non pas l'absence d'émotion, mais la capacité à ressentir et à continuer quand même. Les semaines suivantes, quelque chose avait changé sans que personne puisse le désigner exactement. Richard Caldwell avait commencé à observer différemment. Il regardait Amina travailler pendant les soirs où il venait. Pas de façon inappropriée, pas de façon qui aurait pu faire parler. Il observait avec la patience d'un homme très vieux qui a appris à voir les gens au-delà de leur surface. Il regardait la façon dont elle aidait une vieille dame un soir, une dame qui n'arrivait pas à lire le menu parce qu'elle avait oublié ses lunettes à la maison. Et Amina qui s'était assise une seconde à côté d'elle pour lire les options à voix basse, comme si elles étaient deux amies et non une serveuse et une cliente. Il regardait la façon dont elle glissait discrètement un verre d'eau supplémentaire à un monsieur qui toussait entre chaque plat. Il regardait comment elle gérait une table de 5 enfants bruyants amenés par des parents qui avaient l'air épuisés, comment elle avait apporté du papier et des crayons de couleur sans qu'on lui demande, transformant le dîner en moment supportable pour tout le monde. Il avait commencé à lui parler. Pas de grande conversation au début.
Des petites choses légères. Un commentaire sur le plat du soir. Une question sur sa semaine. Rien qui aurait paru bizarre dans le cadre d'un restaurant où il était client depuis 11 ans. Vivienne n'y prêtait pas attention au début. Pourquoi l'aurait-elle fait? C'était juste une serveuse. Un soir de mars, Richard Caldwell était venu seul. Vivienne était à New York pour une semaine. Il avait demandé à Amina, lors d'un moment calme entre deux services, si elle pouvait s'asseoir une minute. « Je ne veux pas vous mettre dans une position difficile avec Monsieur Harrington. »« Ce n'est pas un problème, Monsieur Caldwell. Je suis officiellement en pause dans 5 minutes. » Elle s'était assise en face de lui, le dos droit, les mains croisées sur la table, dans cette posture naturellement digne qu'elle avait en toutes circonstances. « Vous ne vous plaignez jamais, » avait-il dit. Ce n'était pas une question. C'était une observation. Ma mère me disait qu'on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on choisit toujours comment on y répond. Il avait souri. Un sourire fatigué, mais réel, le sourire d'un homme à qui quelqu'un vient de dire quelque chose de vrai. Votre mère était sage. Elle l'était. Elle est décédée il y a 4 ans. Je suis désolée. Moi aussi. Mais elle m'a laissé ce qu'elle avait de plus précieux. Sa façon de voir les gens. Elle disait que les gens qui cherchent à t'écraser, c'est souvent parce qu'ils ont peur de ce que tu représentes pour eux. Alors j'essaie de ne pas oublier ça. Richard Caldwell avait bu une gorgée de son infusion. Il avait regardé Amina avec quelque chose qui ressemblait à une question qu'il n'osait pas encore poser. « Comment vous appelez-vous? Votre prénom complet et votre nom de famille. » Amina. Amina Kouyaté. Il y avait eu un silence particulier. Le genre de silence qui n'est pas vide mais plein de quelque chose. Comme si un mot venait de réveiller une mémoire enfouie sous des années de temps et de distance. Kouyaté, avait-il répété lentement, comme si le nom avait une texture dans sa bouche. C'est un beau nom. Elle l'avait remercié, était retournée travailler. Mais quelque chose dans la façon dont il avait prononcé ce nom, pas comme un nom qu'on entend pour la première fois, mais comme un nom qu'on reconnaît sans pouvoir tout de suite dire d'où, était resté dans un coin de sa tête. Elle ne savait pas encore quoi en faire. Pendant ce temps, la situation avec Vivienne avait continué à se détériorer. Ce que personne au restaurant ne savait à l'époque, mais qui est devenu clair plus tard, c'est que Vivienne avait commencé à sentir quelque chose. Pas la vérité. Elle ne savait pas encore la vérité. Mais elle avait remarqué que Richard regardait Amina différemment. Qu'il demandait à être dans la section d'Amina quand il venait seul. Que parfois, si Amina n'était pas là ce soir-là, il paraissait légèrement moins présent, légèrement plus dans ses pensées. Et Vivienne avait conclu, comme une femme jalouse avec un esprit mal tourné conclut souvent, que son vieux mari était en train de s'enticher d'une jeune serveuse. Elle avait donc intensifié. Elle avait parlé à Monsieur Harrington lors d'un dîner d'affaires et suggéré, avec tout le tact d'une personne qui n'en a aucun, que certains membres du personnel manquaient de raffinement et de la présentation adéquate pour un établissement de cette réputation. Harrington avait très bien compris de qui elle parlait. Il avait répondu avec la diplomatie d'un homme expérimenté qui sait que certains clients fortunés ont tort mais ne peuvent pas le lui dire en face. Elle avait aussi commencé à inventer des incidents. Un soir, elle avait prétendu qu'Amina l'avait bousculée en passant. Amina se trouvait à ce moment-là de l'autre côté de la salle. 2 collègues l'avaient vue clairement. Mais Vivienne avait insisté avec l'assurance implacable des gens qui savent que leur argent parle plus fort que la vérité dans certains contextes. Harrington avait convoqué Amina dans son bureau le lendemain matin, lui avait expliqué la situation, et avait ajouté avec une grimace discrète qu'il savait très bien ce qui s'était passé et ce qui ne s'était pas passé. « Je vous protège autant que je peux », lui avait-il dit. « Mais vous comprenez ma position. »« Je comprends », avait répondu Amina. « Et je vous remercie. » Un soir de mai, lors d'une soirée de gala organisée au Palais Doré pour une fondation d'aide à l'enfance, Vivienne Caldwell a franchi une ligne que tout le monde a vue et que personne n'a pu ignorer. La salle était brillante ce soir-là. Des hommes et des femmes en tenue de soirée remplissaient chaque table. Des photographes se déplaçaient discrètement entre les tables pour immortaliser les visages connus et les tenues spectaculaires. Le genre de soirée où chaque geste est potentiellement public et où les apparences comptent plus que jamais. Amina apportait une coupe de champagne à un invité quand Vivienne l'a intercepté en passant devant elle, presque comme si c'était un hasard, mais pas tout à fait. « Vous savez », a dit Vivienne d'une voix portée exactement assez fort pour que les gens autour entendent clairement, « il y a des gens qui sont nés pour servir. Et d'autres qui sont nés pour être servis. Vous, au moins, vous avez eu la bonne place dans la vie. »
Les gens autour ont fait semblant de ne pas avoir entendu. Quelques regards furtifs. Une femme en robe bordeaux qui a froncé les sourcils avec une expression gênée. Amina s'est arrêtée. Elle a regardé Vivienne. Et elle a dit, sans élever la voix, sans trembler. « Je suis fière de mon travail, madame. » C'est tout. Rien d'autre. Pas d'agressivité. Pas de larmes. Juste ces 6 mots, posés comme des pierres. Vivienne a eu un petit rire, le genre de rire qui ne trouve rien de drôle mais qui cherche à blesser. Bien sûr que vous l'êtes. Et c'est à ce moment-là, dans ce sourire de condescendance, que quelque chose a basculé chez Vivienne. Peut-être parce qu'Amina ne s'était pas encore une fois effondrée. Peut-être parce que ces gens autour qui regardaient rendaient la situation réelle d'une façon qui l'agaçait. Peut-être parce qu'elle était simplement incapable de supporter qu'une serveuse reste debout face à elle. Sa main droite est partie. Rapide, précise. Elle a atteint la joue d'Amina avec un son sec qui a tout arrêté dans la salle. Une gifle. Devant au moins 30 personnes. Le silence qui a suivi était d'une densité que ceux qui étaient là n'ont jamais vraiment oublié. Comme si l'air lui-même avait arrêté de bouger. Les conversations s'étaient éteintes une par une comme des bougies. La musique de fond paraissait soudainement trop forte. Amina n'a pas reculé. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a tenu sa joue avec une main, et elle a regardé Vivienne avec des yeux qui ne contenaient ni haine ni peur. Quelque chose de très vieux et de très calme y vivait. Le regard de quelqu'un qui a décidé depuis longtemps qu'on ne lui prendrait pas ça. Richard Caldwell, assis à 10 mètres de là, s'était levé. Pas vite. Avec la lenteur d'un homme très âgé et très malade qui se lève quand même parce qu'il n'a pas le choix. Avec la lenteur d'une décision prise. Vivienne. Sa voix n'était pas forte. Mais quelque chose dedans avait figé tout le monde. Pas de la colère. Quelque chose de plus lourd que la colère. Une limite. Vivienne, on rentre. Vivienne avait regardé son mari. Et pour la première fois depuis longtemps, le regard de cet homme l'avait déstabilisée. Pas parce qu'il était sévère. Parce qu'il était définitif. Elle avait ramassé son sac avec des gestes secs et était sortie. Richard Caldwell l'avait suivi lentement. Avant de passer la porte, il s'était retourné une dernière fois vers Amina. Il n'avait rien dit. Mais ce regard-là, Amina l'avait reçu et gardé. Le lendemain matin, M. Harrington avait reçu un appel du bureau de Richard Caldwell. L'assistante avait dit que M. Caldwell présentait ses excuses pour l'incident de la veille et qu'un virement avait été effectué en faveur du personnel du restaurant. Un virement dont le montant avait laissé Harrington silencieux 30 secondes devant son écran. Il avait convoqué Amina dans son bureau. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », avait-il commencé. « Je sais », avait-elle répondu. « Je sais que vous ne pouviez pas faire plus que ce que vous avez fait. Et je ne vous en veux pas. » Il l'avait regardé. Et il avait dit quelque chose qu'il ne disait jamais à ses employés. « Vous méritez mieux que ce que vous avez reçu ici. Et je veux que vous sachiez que j'en suis conscient. » Les mois qui ont suivi ont été d'une texture différente. Richard Caldwell continuait de venir au restaurant, maintenant souvent sans Vivienne qui semblait l'avoir laissé à ses habitudes. Il demandait toujours la section d'Amina. Il parlait, entre 2 services, lors des soirs calmes. De tout et de rien mais aussi de choses qui comptaient. Il lui avait parlé une fois de son enfance dans une ville du Midwest, pauvre, dans une maison où le chauffage tombait en panne chaque hiver. Il lui avait raconté comment il avait travaillé dans un supermarché à 14 ans pour aider sa mère. Elle lui avait parlé de Nadia, de l'école, de ses rêves de reprendre des études de gestion un jour, des économies qu'elle faisait chaque mois dans une enveloppe sous son matelas. Il écoutait comme peu de gens savaient écouter. Avec une attention totale, sans regarder ailleurs, sans chercher à finir ses phrases ou à proposer des solutions rapides. Il y avait une honnêteté entre eux qui était rare. Le genre de connexion qui se construit non pas sur la proximité sociale ou les intérêts communs mais sur quelque chose de plus profond et de plus difficile à nommer. Un soir de juillet, il avait apporté quelque chose dans sa poche intérieure. Une vieille photo en noir et blanc, un peu floue au bord, le genre qui vient d'une époque où prendre une photo était une chose rare et qui comptait. Il la lui avait tendue sans rien dire. Amina avait regardé la photo sous la lumière douce du restaurant. Un groupe de jeunes gens, la vingtaine, sur une terrasse ensoleillée quelque part. Des sourires larges. Un fond qui pouvait être n'importe quelle ville chaude. Au centre, une jeune femme qui riait, la tête légèrement renversée en arrière. Une femme dont les yeux, la posture, la façon de tenir son verre,
et quelque chose dans la courbe de la mâchoire ressemblait à ce qu'Amina voyait dans le miroir chaque matin. C'est ma mère. C'est Fatou, avait-il dit doucement. Je l'ai connue il y a presque 40 ans. J'avais 35 ans, je travaillais avec une organisation qui finançait des projets de développement économique au Sénégal. J'y ai passé 2 ans. Votre oncle, Thomas Kouyaté, était mon principal contact là-bas et il est devenu mon ami. Votre mère était sa sœur. On se voyait souvent. On était jeunes. On riait beaucoup. Amina regardait la photo. Le paysage d'une vie avant elle. Elle ne m'a jamais parlé de vous. Je sais. Nous nous sommes perdus de vue quand je suis rentrée. La distance, les années, les vies qui prennent chacune leur direction. Quand Thomas est mort dans un accident de voiture il y a 20 ans, j'ai essayé de retrouver la famille. Mais j'avais perdu toutes les traces, tous les numéros, toutes les adresses. Internet existait à peine. Et j'ai fini par arrêter de chercher. Il avait regardé ses mains. Quand vous avez dit votre nom, ce soir-là. Kouyaté. J'ai senti quelque chose. Pas tout de suite. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai cherché. Et j'ai trouvé. Votre mère. Votre oncle. Et puis vous. Amina regardait encore la photo. Elle avait les yeux brillants mais elle ne pleurait pas. Pourquoi vous me racontez ça maintenant? Richard Caldwell avait posé ses mains à plat sur la table. Les mains d'un homme vieux, couvertes de taches que le temps laisse sur la peau, des mains qui avaient signé des milliards de contrats et qui tremblaient légèrement depuis quelques mois. Parce que je suis malade. Parce que mon médecin m'a donné entre 3 et 6 mois, peut-être moins. Et parce qu'il y a des choses que je devais mettre en ordre avant de partir. Des dettes d'une autre nature que les dettes financières. Amina n'avait rien dit pendant un long moment. Je suis désolée. Ne soyez pas désolée. J'ai eu une longue vie. Une vie riche, pas seulement dans le sens matériel. Mais j'ai aussi commis des erreurs. J'ai laissé des gens derrière moi. J'ai fermé les yeux sur des choses que je n'aurais pas dû ignorer. Et maintenant il me reste peu de temps et beaucoup de choses que je veux que la vérité rattrape. Ce soir-là, Amina était rentrée chez elle bien après minuit. Sa petite sœur dormait sur le canapé, un livre ouvert sur les genoux, les cheveux épars sur le coussin. Amina s'était assise dans le noir pendant un long moment, tenant la photo que Richard lui avait laissée, pensant à sa mère qui riait sur une terrasse dans une vie d'avant, à cet homme vieux et malade qui avait gardé cette photo pendant 40 ans sans savoir s'il reverrait jamais quelqu'un lié à ce moment-là, et à la façon dont les fils de nos vies se croisent parfois dans des endroits et des circonstances qu'on ne peut pas prévoir. L'été s'est terminé. L'automne est arrivé avec ses journées qui raccourcissent et ses lumières qui changent de couleur. Richard Caldwell venait toujours au restaurant, mais il toussait plus souvent et il était plus fatigué. Amina lui préparait toujours son infusion de tilleul sans qu'il ait à la demander. Il lui lisait parfois de courts passages de lettres qu'il était en train d'écrire, des lettres à des gens de sa vie, des gens à qui il devait des choses ou des vérités. Elle écoutait, elle commentait parfois. Elle était devenue pour lui ce que très peu de gens dans sa vie avaient été, quelqu'un de vraiment présent. Vivienne avait presque disparu du tableau du restaurant depuis le soir de la gifle. Elle voyageait beaucoup. New York, Paris, Milan. Elle dépensait, elle se montrait dans des cercles sociaux coûteux, elle vivait dans l'anticipation d'un héritage qu'elle considérait comme acquis depuis longtemps. En octobre, Richard Caldwell a été hospitalisé. Il est resté 1 semaine à l'hôpital. Puis il est rentré chez lui avec une infirmière à temps plein et la consigne de ne plus sortir. Il a envoyé un message à Amina par l'intermédiaire de son assistante pour lui dire qu'il ne pouvait plus venir au restaurant. Qu'il pensait à elle. Et qu'il espérait qu'elle prenait soin d'elle et de Nadia. Amina lui avait répondu par lettre. Une vraie lettre, à la main, sur du papier blanc. Elle lui avait dit qu'elle était heureuse d'avoir eu ces conversations avec lui. Qu'il lui avait montré, sans le faire exprès, que la dignité traversait les classes sociales et les générations. Et qu'elle espérait qu'il était bien entouré. Il est mort un dimanche matin de novembre, dans sa chambre, avec une vue sur le jardin qu'il aimait regarder depuis sa fenêtre. Amina l'a appris par Monsieur Harrington qu'il avait appelé ce jour-là vers midi. Elle avait raccroché le téléphone, s'était assise à sa table de cuisine, et avait pleuré. Pas de façon dramatique. Tranquillement, comme elle faisait tout, avec une tristesse vraie et propre pour un homme qu'elle avait appris à connaître et à respecter. Elle ne s'attendait à rien. Elle n'avait demandé à rien. Elle s'était rendue à son travail le lundi suivant comme d'habitude. Ce qui s'est passé la semaine d'après, personne au palais doré n'allait l'oublier.
L'avocat de Richard Caldwell s'appelait Maître Elliot Brox. C'était un homme de 55 ans, connu dans la ville comme quelqu'un de rigoureux, discret et impossible à impressionner ou à acheter. Il avait géré les affaires de Richard pendant 22 ans et en savait plus sur sa vie que la plupart de ses proches. Il avait convoqué la famille Caldwell, les proches, et plusieurs autres personnes dans les bureaux de la firme Caldwell pour la lecture du testament. C'était un jeudi. Le même jour où Richard venait toujours au restaurant depuis 11 ans. Vivienne était arrivée la première. Elle portait du noir, comme il se doit dans ces circonstances, mais un noir très soigné, très coûteux, le genre de deuil qui ressemble davantage à une tenue de gala qu'à de la vraie tristesse. Elle avait salué tout le monde avec la froideur polie d'une personne qui sait qu'elle va bientôt hériter et qui essaie de contenir sa satisfaction. Il y avait aussi les 2 fils d'un premier mariage de Richard, James et Robert, qui vivaient sur la côte ouest. Des hommes d'une 50aine d'années, sérieux, convenablement attristés. Des avocats, des collaborateurs, des représentants de plusieurs fondations. Et il y avait Amina. Elle s'était assise dans un coin de la grande salle de réunion, dans le tailleur sobre qu'elle gardait pour les occasions importantes. Elle ne savait pas pourquoi elle était là. Elle avait reçu une convocation officielle signée par Maître Brox, avec une mention demandant sa présence impérative. C'est tout ce qu'elle savait. Elle n'avait rien demandé, rien espéré, rien imaginé. Vivienne l'avait vue en entrant dans la salle. Elle l'avait regardé de la tête aux pieds avec une expression qui demandait clairement, sans mots, ce qu'elle faisait là. Elle s'était tournée vers son propre avocat assis à ses côtés et lui avait murmuré quelque chose à l'oreille. L'avocat avait jeté un coup d'œil vers Amina et avait haussé légèrement les épaules. Maître Brox avait attendu que tout le monde soit installé, que les murmures s'éteignent, que les chaises cessent de racler. Puis il avait ouvert le dossier posé devant lui avec la précision d'un homme qui a fait ça des centaines de fois et qui sait exactement ce qu'il va dire et dans quel ordre. Je vais procéder à la lecture du testament de M. Richard James Caldwell, rédigé et signé en bonne et due forme le 14 septembre de cette année, en présence de 2 témoins indépendants et certifiés par ce bureau. La salle était silencieuse. Il avait commencé par les fondations auxquelles Richard avait contribué pendant des années. Des donations importantes, précises, accompagnées de lettres personnelles expliquant les raisons de chaque geste et les orientations futures qu'il souhaitait voir prises. Des salariés de longue date, des assistants, des chauffeurs, des personnes qui avaient travaillé pour lui pendant des décennies, qui recevaient des sommes qui les mettraient à l'abri pour le reste de leur vie. Les fils, James et Robert, recevaient chacun un appartement dans la ville et une somme d'argent significative, accompagnée de lettres de leur père que Maître Brox leur avait remises séparément et qui, à en juger par leur expression en les lisant rapidement, les touchaient profondément. Vivienne attendait. Elle croisait et décroisait ses mains posées sur la table. Elle souriait à peine, mais ce sourire tendu était là. Puis Maître Brox avait marqué une pause. Il avait regardé la salle. Puis il avait regardé Amina. Puis il avait repris sa lecture avec cette voix égale et professionnelle que 22 ans passés à ce métier lui avaient donnée. En ce qui concerne la résidence principale, l'immeuble commercial du centre-ville, la totalité des parts de la société Caldwell Venture, le portefeuille d'investissement numéro 2, et la somme globale restante de la succession estimée à ce jour à la valeur que vous trouverez dans l'annexe jointe, je désigne comme bénéficiaire unique et irrévocable. Vivienne s'était légèrement redressée. Mademoiselle Amina Kouyaté, serveuse au Palais Doré, résident au... Il y avait eu 3 secondes de silence total avant que quiconque bouge. Puis ça avait été comme si quelqu'un avait jeté une pierre dans un lac parfaitement calme. Des ondes partant dans toutes les directions. Vivienne s'était levée si vite que sa chaise avait raclé le sol de façon inconvenante. « Pardon. » Maître Brox avait regardé au-dessus de ses lunettes, sans aucune émotion visible. « Maître Brox, il doit y avoir une erreur dans le document. » « Il n'y a aucune erreur, Madame Caldwell. Ce testament a été relu, vérifié et certifié. Mon mari ne pouvait pas. Cette femme est une serveuse. Elle servait nos repas. Votre mari en était parfaitement conscient au moment de sa signature. » Vivienne avait regardé Amina. Amina ne s'était pas levée. Elle était assise exactement comme avant, le dos droit, les mains croisées, les yeux calmes. Elle n'avait pas de sourire victorieux. Elle n'avait pas d'expression triomphante. Elle avait l'air d'une femme qui est en train de recevoir quelque chose de très grand et qui n'a pas encore les mots pour ça. « Vous avez manipulé un vieil homme malade », avait dit Vivienne, sa voix maintenant moins contrôlée. « Vous avez profité de sa vulnérabilité. » Madame Caldwell, avait dit Maître Brox avec une politesse irréprochable,
Si vous souhaitez contester ce testament, vous avez les voies légales pour le faire. Je vous conseille d'en discuter avec votre conseil. Pour l'instant, je dois terminer la lecture. Il avait pris une feuille séparée, plus personnelle dans son format, une lettre manuscrite retranscrite à la machine. Monsieur Caldwell a joint une lettre d'explication, dont je vais lire les passages principaux. Un silence total. Je laisse le principal de ma fortune à Amina Kouyaté parce qu'elle est la seule personne dans ma vie récente qui m'a traité comme un être humain sans agenda. Pas comme un compte en banque. Pas comme une signature sur un chèque. Pas comme une position sociale utile. Comme un homme ordinaire qui méritait d'être vu. Et parce qu'elle est la fille spirituelle et la descendante directe de Thomas Kouyaté, qui fut mon frère de cœur pendant une période de ma vie où j'apprenais encore ce que signifiait l'amitié vraie. Je n'ai jamais pu lui rendre ce que je lui devais de son vivant. Je le fais maintenant, à travers celle qui porte son nom. Maître Brox avait baissé la première feuille et pris la deuxième. En ce qui concerne mon épouse Vivienne, je lui laisse l'usage du véhicule personnel enregistré à mon nom et la rente mensuelle stipulée dans notre contrat de mariage signé en 2011. Je précise que cette décision a été prise en pleine connaissance des faits suivants, que mon équipe juridique a documentés sur une période de 2 années. Les transferts non autorisés de fonds vers des comptes privés, les comportements systématiquement manipulateurs documentés par plusieurs témoins, et les humiliations répétées envers le personnel de service, dont j'ai moi-même été témoin direct à plusieurs reprises. Je ne mentionne pas ces éléments pour punir. Je les mentionne parce que la vérité mérite d'être dite, même quand on n'est plus là pour la défendre. La salle était immobile. Vivienne Caldwell avait le visage d'une femme qui regarde s'effondrer quelque chose qu'elle avait construit pendant 14 ans avec une patience et une froide détermination. Ce visage-là n'était plus celui d'une femme arrogante et sûre d'elle. C'était le visage de quelqu'un qui réalise, dans le pire des moments possibles, que les témoins étaient là depuis longtemps et que les comptes avaient été tenus. Elle avait regardé Amina une dernière fois. Amina ne lui avait rien dit. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La vie venait de parler. Vivienne était sortie de la pièce. Son avocat avait rassemblé ses affaires en vitesse et l'avait suivie. Les fils de Richard avaient échangé un regard long et difficile à lire. Quelques personnes dans la salle avaient les yeux brillants. Amina était restée assise encore quelques minutes après que presque tout le monde fut parti. Maître Brox s'était approché d'elle avec un dossier épais. Monsieur Caldwell a laissé des instructions très détaillées pour la prise en main progressive des actifs. Il avait confiance en votre jugement et en votre capacité à apprendre. Et notre cabinet est entièrement à votre disposition pour vous accompagner dans ce processus, à votre rythme. Amina avait regardé le dossier. Puis elle avait levé les yeux vers le vieil avocat. Tout ça est réel. Absolument tout, mademoiselle Kouyaté. Elle avait hoché la tête lentement. J'aurais besoin de temps pour comprendre ce que je viens de recevoir avant de prendre la moindre décision. C'est exactement la bonne réaction, avait dit Maître Brox. Et pour la première fois de la journée, quelque chose qui ressemblait à un vrai sourire était apparu sur son visage professionnel. Ce soir-là, Amina était rentrée chez elle à pied, 40 minutes dans le froid de novembre. Elle avait besoin de ça. De l'air froid sur son visage. De ses pieds sur le sol. De la réalité de chaque pas. Sa petite sœur l'attendait à la table avec ses devoirs. Tu as l'air différente. Il s'est passé quelque chose d'important ? Amina s'était assise. Elle avait regardé Nadia, cet enfant qu'elle avait élevé seule depuis 4 ans dans cet appartement trop petit et trop froid, qui faisait ses devoirs avec sérieux sur une petite table dans une petite chambre. Et elle lui avait tout dit. En commençant par le début. Par la photo. Par l'homme vieux qui avait tenu cette photo pendant 40 ans. Par sa mère jeune qui riait sur une terrasse quelque part. Nadia avait écouté sans l'interrompre. Puis elle avait dit, avec la franchise directe d'une enfant de 12 ans. Donc maman connaissait cet homme. Oui. Et il t'a tout laissé parce qu'il t'a vu être toi-même ? Amina avait souri malgré tout. C'est une façon de le dire, oui. Nadia avait réfléchi un moment. C'est exactement ce que maman nous disait, non ? Que les bonnes personnes finissent toujours par être reconnues. Amina avait regardé sa petite sœur. Et cette fois, elle avait pleuré. Vraiment pleuré. Parce que leur mère avait raison. Et parce que parfois, rarement, mais parfois, la vie confirme ce que les gens bien nous ont enseigné. Les semaines qui ont suivi ont été intenses et parfois épuisantes, mais d'une intensité différente de celle qu'Amina avait connue jusqu'alors.
Il y avait eu les démarches légales, les avocats de Vivienne qui ont tenté d'attaquer le testament sur plusieurs angles, le certificat médical attestant de la lucidité de Richard, les témoins, les contre-expertises. Maître Brox avait tout prévu. Le testament était solide comme du béton. Vivienne avait finalement quitté la ville. On disait la Floride, on disait l'Europe. Personne ne le savait vraiment et personne, avec le temps, ne cherchait vraiment à savoir. Amina avait pris les choses une par une, sans se précipiter. Elle n'avait pas quitté le palais doré d'un coup. Elle avait continué pendant 2 mois, le temps de comprendre ce qu'elle avait reçu, de trouver les bonnes personnes pour l'accompagner, et de décider par elle-même, sans pression, ce qu'elle allait faire de tout ça. Elle avait repris des cours du soir en gestion d'entreprise. Elle avait rencontré les équipes de Caldwell Venture, ces hommes et ces femmes qui avaient peur de ce changement, qui ne savaient pas à quoi s'attendre de cette jeune femme venue d'un restaurant. Elle les avait regardés un par un et leur avait dit simplement « Je ne suis pas là pour vous impressionner. Je suis là pour apprendre. Si vous m'aidez à comprendre comment ça fonctionne vraiment ici, je vous promets que ça ira dans les 2 sens. » Il y avait eu des sceptiques. C'est normal. Il y en a toujours. Mais Amina avait cette façon lente et solide de faire les choses qui finissait toujours par convaincre les gens qui résistent. 1 an après la lecture du testament, la société Caldwell Venture avait lancé un programme de formation et d'insertion pour des jeunes sans diplôme issus de familles modestes, financé par un fonds créé spécifiquement à cet effet. Le Palais Doré avait reçu une donation anonyme qui avait permis d'augmenter les salaires de tout le personnel de service et d'améliorer leurs conditions de travail. Monsieur Harrington avait appelé Amina pour la remercier et avait pleuré au téléphone, ce qui l'avait tellement surprise qu'elle n'avait pas su quoi dire pendant 10 secondes. Et sur le bureau d'Amina, encadré, il y avait la photo en noir et blanc. Sa mère jeune, la tête renversée en arrière, riant sur une terrasse lumineuse, dans une vie d'avant, dans un moment que personne n'avait oublié vraiment. Maintenant je vais te parler directement. Comme si on était assis face à face, toi et moi, et qu'on se disait les vraies choses. Cette histoire m'a touchée profondément, et je veux t'expliquer pourquoi. La première chose qui me frappe dans l'histoire d'Amina, c'est que la vraie richesse n'a jamais attendu le testament pour exister. Elle était déjà là bien avant. Dans la façon dont elle se comportait face à l'humiliation sans perdre son centre. Dans cette capacité rare à recevoir la laideur des autres sans en devenir toi-même laid. L'argent de Richard Caldwell n'a pas créé Amina. Il a juste rendu visible ce qui était là depuis le début. Et c'est l'une des leçons les plus importantes de cette histoire. La valeur humaine ne s'hérite pas et ne s'achète pas. Elle se construit, dans les moments difficiles, dans les choix qu'on fait quand personne ne regarde. La deuxième chose qui me touche, c'est Vivienne. Je ne la vois pas uniquement comme un personnage méchant. Je la vois comme un miroir d'une erreur que beaucoup de gens commettent, confondre la valeur d'un être humain avec son statut social. Vivienne n'était pas cruelle parce qu'elle était riche. Elle était cruelle parce qu'elle avait cru pendant très longtemps que son argent et son mariage lui donnaient une valeur humaine supérieure à celle des autres. Et quand on construit son sentiment de valeur sur quelque chose d'extérieur, on devient terriblement fragile. Parce que ce quelque chose peut disparaître. Et il disparaît toujours, d'une façon ou d'une autre. La troisième chose qui me touche profondément, c'est Richard Caldwell. Un homme qui avait tout, au sens matériel du terme, et qui souffrait pourtant d'une solitude très particulière. Celle d'être entouré de gens qui ne le voyaient pas, lui, mais seulement ce qu'il représentait. Son argent, ses connexions, sa signature. Quand il a rencontré Amina, il a trouvé quelqu'un qui lui parlait comme à un homme ordinaire. Et pour quelqu'un qui n'avait pas connu ça depuis longtemps, c'était peut-être la chose la plus précieuse qu'on pouvait lui offrir. Il y a aussi quelque chose que je veux dire sur les liens invisibles. Sur les fils qui courent entre les gens à travers le temps et les distances et les silences. La mère d'Amina et Richard Caldwell sur cette terrasse, jeunes, heureux, sans savoir que 40 ans plus tard leur vie continuerait à se toucher à travers leurs enfants. Ça me rappelle que les actes de bonté, les amitiés vraies, les moments de connexion authentique ne meurent jamais vraiment. Ils voyagent. Parfois d'une façon qu'on ne peut pas anticiper. Mais ce que je retiens le plus, la partie de l'histoire qui me reste le plus longtemps après, c'est ce qu'Amina fait après le testament. Elle aurait pu devenir ce qu'elle avait subi. Elle aurait pu utiliser son nouveau pouvoir pour humilier, pour exclure, pour se venger. Elle ne l'a pas fait. Pas parce qu'elle était parfaite. Mais parce qu'elle savait qui elle était avant d'avoir quoi que ce soit. Et quand on sait qui on est, on n'a pas besoin de l'argent pour se définir. On peut l'utiliser autrement. Pour construire. Pour ouvrir des portes. Pour honorer les gens qui t'ont montré le chemin. Voilà ce que cette histoire me dit.
Et maintenant je veux entendre ce qu'elle te dit à toi. Est-ce qu'il y a un personnage dans lequel tu te reconnais? Est-ce qu'il y a eu dans ta vie un moment où tu t'es senti réduit à moins que ce que tu es vraiment, comme Amina? Ou au contraire, est-ce qu'il y a eu un Richard Caldwell dans ton existence, quelqu'un qui t'a vu vraiment quand les autres ne regardaient pas? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire aujourd'hui. Et rappelle-toi, si tu n'es pas encore abonné, le bouton est juste là. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui va encore une fois te tenir en haleine.